Donc, le dollar monte de plus en plus. Il a franchi un seuil critique. Aujourd'hui, voyons ce que fait le dollar. Ou devrais-je dire le dollar, boule de démolition. Allons directement au DXY. Ce seuil critique que j'ai mentionné, 110. Donc, en ce moment, nous sommes à 109,82. Mais comme vous pouvez le voir tout au long de la journée, nous étions au-dessus de 110. Alors maintenant, revenons en arrière et comparons cela à... Voyons si nous pouvons regarder un graphique sur 3 ans. Donc, nous sommes très proches du sommet de 3 ans. C'était juste autour de 113. Donc, nous sommes à, vous savez, nous avons franchi 105. Nous avons franchi 110 maintenant. Si nous atteignons 115, nous nous rapprochons vraiment de 120. Et personnellement, à 120, je pense que les choses, il pourrait même commencer à se fissurer. Avant cela, maintenant, peut-être que ça n'ira pas aussi haut. Peut-être que ça redescendra à 105, prendra un peu de repos, se vendra un peu. Je veux dire, je suis sûr que c'est suracheté. Et ensuite, nous commençons à voir la montée revenir, proche de ou peut-être dépassant 120. Rien ne monte en ligne droite. Donc, nous devrons faire très attention à cela. Alors, pourquoi? Eh bien, vous savez, en regardant mes vidéos, tout tourne autour de ce que cela fait aux économies internationales. Et donc, l'économie mondiale, donc le système monétaire mondial, donc la liquidité au sein du système bancaire lui-même. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de ce à quoi je fais référence ici. Nous allons aller sur Bloomberg et la Banque d'Indonésie s'engage sur la roupie, je crois que c'est leur monnaie, défense. Après un bon chiffre d'emploi aux États-Unis, chiffre de l'emploi. Donc, ce n'est pas vraiment. Après un bon chiffre d'emploi, c'est après que le dollar commence à se diriger vers 110. Je veux dire, on pourrait dire le bon chiffre de l'emploi était lié à l'augmentation du dollar parce que les taux d'intérêt à long terme ont augmenté. Et à court terme, je pense que cela l'affecte. Nous examinons les différentiels de taux d'intérêt, mais à long terme, je pense que les moteurs fondamentaux qui maintiennent le dollar au-dessus de 105 et pas seulement au-dessus de 105, mais qui le font continuellement monter, se rapprochant de ce que nous avons vu en ce qui concerne son plus haut historique au cours des 3 dernières années et peut-être même en le dépassant. Je pense que c'est vraiment plus une question de manque de liquidité, du manque de banques prêtes à jouer le jeu à l'échelle mondiale, du manque de liquidité en dollars et un vol vers la sécurité à la fin de la journée. Et même si l'économie des États-Unis se porte bien, même si c'est votre croyance ou votre point de vue, ça va. Mais il faut regarder le reste des économies mondiales, les économies développées à l'échelle mondiale. Et elles se portent extrêmement mal. Personne ne n'y va ni débattre là-dessus. Je me fiche de combien vous êtes optimiste concernant les États-Unis. Si je vous demande comment va la Chine, vous allez admettre qu'elle se porte très mal. Si je vous demande comment vont l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc., ou dans ce cas, l'Indonésie ou l'Inde, vous allez dire que ces économies sont en contraction, au minimum, peu importe ce que vous pensez des États-Unis. Et donc, cela va influencer la liquidité mondiale parce que cela signifie que les banques euro-dollars prennent moins de risques. Cela signifie qu'ils créent moins de dollars. Plus de prêts sont remboursés que créés. Et donc, au final, cela signifie que l'offre de dollars diminue. Cela signifie que le prix ou la valeur du dollar par rapport aux monnaies fiduciaires augmente. Cela signifie que votre dette libellée en dollars devient plus lourde. Et les coûts d'entrée pour les choses dont vous avez besoin, comme le pétrole, comme les matières premières, comme le blé, comme les produits alimentaires, ça compte? Non. Cela devient plus cher dans votre monnaie locale. D'accord? Donc, vous comprenez parce que j'en parle tout le temps. Mais maintenant, voyons à quel point c'est important. Ce n'est pas seulement George Gammon qui dit ça sur la chaîne Rebel Capitalist ou dans une vidéo sur tableau blanc. Vous pouvez le voir dans les actions. Que prennent ces banques centrales, si le dollar n'était pas un gros problème en atteignant 110 ou plus, vous ne verriez pas les banques centrales s'affoler comme ça et prendre des mesures extrêmes. Points clés. Leur monnaie a chuté jusqu'à 0,6% contre le dollar. Lundi, c'est un gros mouvement. La Banque d'Indonésie a promis de défendre courageusement sa monnaie. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi ça devrait juste être un taux de change, non? Qui se soucie que le dollar soit à 110 contre 100 ou 90. Je parle du DXY, mais qui se soucie que la roupie ou la rupia soit en baisse par rapport au dollar. Alors, quelle différence ça fait? Pourquoi devrait-il s'en soucier? Évidemment, il s'en soucie, et c'est à cause de ce dont nous parlions plus tôt. La dette, libellée en dollars, est
coûts d'entrée. Et au fait, les coûts d'entrée, c'est-à-dire la nourriture, si nous avons une insécurité alimentaire, qu'est-ce que cela signifie pour le gouvernement? Plus il y a d'insécurité alimentaire, plus il y a d'insécurité gouvernementale et politique aussi. Parce que c'est là que les gens tracent vraiment la ligne. Une fois qu'ils ne peuvent plus mettre de la nourriture sur la table ou un toit au-dessus de leur tête, ils descendent dans les rues avec des torches et des fourches. Et le dollar en est un élément majeur. Les politiciens, les banques centrales, ils comprennent très bien cela. Pour revenir à l'article, la Banque centrale continue de protéger la stabilité de sa monnaie. Alors, au fait, à quelle fréquence cela fonctionne-t-il? Rarement, jamais. Ils essaient de le faire. Demandez au Japon, n'est-ce pas? Ils sont sortis. C'était quoi? Je pense que nous étions à 150 ou que nous approchions de 160 et ils sont intervenus pour défendre la monnaie et ça a chuté jusqu'à 150 ou 140. Alors, où en sommes-nous? Allons juste jeter un œil à CNBC rapidement et voir, c'est par curiosité. Alors, on va voir le fixe. Nous en sommes à 157, à peu près exactement, si ma mémoire est bonne, là où ils sont intervenus au départ. Disons que c'était il y a 6 mois. Eh bien, sûr, temporairement, ça fait bouger les choses. Mais ensuite, les forces du marché prennent le relais et la monnaie va exactement là où elle serait allée, sans les interventions au départ. Au bout du compte, ça ne change rien. On peut le dire de 15 manières différentes. Et peu importe ce qui peut se passer à court terme, ce n'est que du bruit. Au bout du compte, le marché peut complètement submerger n'importe quelle banque centrale, y compris la Réserve fédérale. Revenons à cet article. Donc ici, vous pouvez voir que ça atteint ce niveau dangereux. Qu'il avait atteint en juillet, je suis sûr qu'ils ont eu des conséquences à cause de ça. C'est pourquoi, une fois que ça a atteint ce niveau à nouveau, ils appuient sur le bouton de panique. Donc, ils disent que l'explosion des emplois non agricoles aux États-Unis, emplois non agricoles. D'accord, pas vraiment. Nous examinons les taux d'intérêt le long de la courbe. Cela donne le différentiel des taux d'intérêt à court terme. C'est ce qui frappe les monnaies des marchés émergents. Mais ce n'est pas seulement les monnaies des marchés émergents. Et soyons honnêtes, ça frappe l'euro. Ça frappe tout. Voici une citation. Nous sommes sur le marché pour garantir l'équilibre entre l'offre et la demande de devises étrangères, maintenir la confiance du marché. Bonne chance avec ça, mon ami. On dirait un banquier central. La banque centrale s'apprête à annoncer son taux directeur. La seule chose qui serait pire en ce moment pour la banque centrale indonésienne, ce serait qu'ils sortent, excusez-moi, et commencent à blâmer cela sur les spéculateurs. Une fois qu'ils commencent à blâmer les choses sur les spéculateurs, tu sais, c'est fini pour eux. Comme c'est fini pour eux, tu peux chronométrer ces choses très facilement. Dès que tu entends ces mots, tu sais qu'ils sont cuits. Ce n'est qu'une question de temps. Ramenez ça à cette année. Le dollar a bien commencé l'année alors que les traders réévaluent le rythme des baisses de taux de la Réserve fédérale et pèsent l'impact probable des tarifs. Regarde, il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans le taux de change du dollar. Je veux dire, il y a littéralement des millions de variables, mais je crois que les attentes concernant les tarifs plus élevés et pour plus longtemps font monter la fin longue de la courbe. Je pense que tout cela y joue un rôle, mais je pense que le bruit à court terme, le signal est vraiment le manque de liquidité en dollars, le risque de retrait et la contraction économique mondiale. D'accord? Alors maintenant, passons au suivant. C'est un peu la vision dominante. Ici, et pour ça, j'aime aller sur Yahoo parce que c'est un peu à qui il s'adresse. C'est juste l'investisseur de détail mainstream. Voyons ce qu'ils disent à propos de ce mouvement du dollar. Ils disent que le dollar américain, le dollar, a grimpé en flèche pour la nouvelle année. Sa montée rapide pourrait mettre à l'épreuve les bénéfices des grandes banques de détail. Donc évidemment, c'est une vision plus centrée sur les États-Unis. C'est un type de vision centrée. Ce qui est encore une fois, je pense qu'ils se trompent d'ici, parce que même si tu regardes ça, en tant qu'Américain, comment cela impacte-t-il les États-Unis? Il faut commencer par la liquidité mondiale en dollars. On ne peut pas commencer par oh, qu'est-ce que cela fait aux fabricants américains? Parce que le dollar monte, ce qui les rend moins compétitifs. Je veux dire, ouais, c'est une partie de ça, mais tu manques la forêt à cause des arbres juste là, mon ami. Revenons-y, cette augmentation de la dispersion des bénéfices par action, d'accord, c'est comme ça qu'ils le voient. Ils disent qu'un dollar plus fort est susceptible d'ajouter un phénomène récurrent dans la saison des bénéfices. La punchline ici, c'est qu'un dollar plus fort va exercer une pression à la baisse sur les bénéfices des entreprises parce que cela rend leurs produits moins désirables à l'échelle mondiale car ils deviennent plus chers par rapport aux concurrents
Revenons à l'article. En d'autres termes, un dollar américain fort. Le dollar aura un impact négatif sur les entreprises qui font la majorité de leurs affaires à l'étranger, comme les biens de consommation et les produits ménagers, car cela entraînera une croissance des bénéfices plus lente au fil du temps. Cela entraîne généralement une plus grande variété de résultats de performance à travers les indices pendant la saison des rapports. D'accord. Donc, ce gars, Wilson, il en parle juste à travers. Tu sais, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'histoire principale. Je pense que c'est un sous-composant, mais je ne pense pas que ce soit vraiment sur ça qu'on devrait se concentrer. Même si tu es un investisseur américain, parce que la liquidité mondiale écrase tout ce qui se passe avec les bénéfices des entreprises, parce que, crois-moi, si tu coupes ce robinet de liquidité en dollars mondial, et je peux vous assurer que les bénéfices des entreprises vont s'effondrer, même si le dollar baisse, rendant leurs biens et services plus attractifs par rapport à ceux de leurs concurrents qui vendent des choses dans des devises où leurs dépenses sont libellées, et des choses comme la livre sterling, le dollar canadien, la couronne suédoise, etc. D'accord, donc après avoir atteint un creux en septembre, le dollar américain, l'indice du dollar qui mesure la valeur du dollar, et, ouais, le dollar, ils n'incluent même pas l'euro. Allez, Yahoo, regarde ça. Est-ce que je lis ça correctement? Après avoir atteint un creux en septembre, le dollar américain, l'indice du dollar, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de 6 devises étrangères. Oh, d'accord. Ouais, je suis désolé. Désolé de ne pas avoir vu l'euro parce que je ne l'avais pas écrit avec une majuscule. Donc, mon œil l'a juste ignoré. D'accord? C'est comme 53% en euros. C'est pourquoi je disais ça. Donc, en gros, le dollar monte en flèche par rapport à toutes ces grandes devises et les politiques proposées par Trump. Voici un autre type de fallacie économique. À mon avis, ils pensent que des tarifs plus élevés vont conduire à un dollar plus fort. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce qu'ils pensent que des tarifs plus élevés vont réduire le déficit commercial. Et donc, s'il y a un déficit commercial plus faible, alors moins de dollars quitteront les États-Unis. Et donc, moins d'offres de dollars en dehors des États-Unis. Et ce que cela signifie pour le système bancaire, c'est une liquidité en dollars plus faible. Ça, je ne pense pas que ça ait vraiment du poids. Pourquoi? Je veux dire, regardez simplement les déficits commerciaux et ensuite voyez si vous pouvez trouver une corrélation avec le dollar. Ça remonte jusqu'aux années 80. Dans les années 80, il y avait cette idée que les déficits jumeaux, je suis sûr que vous en avez entendu parler plusieurs fois, et ce serait le déficit budgétaire. Et le déficit commercial impacte vraiment la valeur du dollar par rapport aux autres devises. C'était dans les années 80, quand nous n'avions pas autant d'informations. Maintenant, nous avons beaucoup de données sur les 20, 30 dernières années. Cela prouve complètement le contraire. Cela montre qu'il n'y a vraiment aucune corrélation. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que ces banques euro-dollars peuvent créer autant de liquidités en dollars qu'elles le souhaitent. Ils n'ont pas besoin de dollars des États-Unis pour créer leurs propres dollars. Maintenant, juste parce qu'ils peuvent créer de la liquidité en dollars, ça ne veut pas dire qu'ils vont créer de la liquidité en dollars. Alors, qu'est-ce que ça, quel est un composant beaucoup plus important? Ou quel est un moteur beaucoup plus grand de la liquidité en dollars que les dollars? Juste quitter les États-Unis. C'est le risque, parce que si le risque est faible, peu importe combien de dollars sortent ou entrent des États-Unis, il va y avoir beaucoup de liquidités en dollars parce que, encore une fois, ces banques euro-dollars peuvent la créer par elles-mêmes. Mais si le risque est élevé, peu importe combien de dollars sortent, vous allez avoir un problème de liquidité parce que peu importe combien de dollars sortent à cause du déficit commercial, ça ne va pas vraiment, ça va vraiment faire bouger les choses. En ce qui concerne le système monétaire mondial, je veux dire, c'est juste des maths. Je veux dire, à la fin de la journée, disons simplement que notre déficit commercial passe d'1 trillion de dollars par an à 500 milliards. D'accord? Nous parlons d'une différence de 500 milliards dans une économie mondiale. C'est 130 trillions. Et au fait, vous savez, 75 à 80 trillions de cela sont libellés en dollars. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme pisser dans l'océan. Et penser que vous faites vraiment une grande différence là-bas? Non, en fait, tu ne l'es pas. Donc, que tu pisses ou que tu ne pisses pas dans l'océan s'en fiche. Donc, c'est à peu près ce que nous regardons. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas vraiment de corrélation entre le déficit commercial et le dollar par rapport aux autres devises. C'est la taille. Et c'est le fait que ces banques peuvent créer autant de liquidités en dollars qu'elles le souhaitent, peu importe combien de dollars entrent ou sortent des États-Unis. Tout tourne autour du risque. D'accord, revenons à ça. En regardant vers l'avenir, les questions critiques sont
de savoir dans quelle mesure ces mouvements seront validés par les données à venir. D'accord. Ensuite, ils reviennent à ces absurdités sur, vous savez, l'impact sur les États-Unis, les entreprises. C'est très similaire à l'idée que la crise des hypothèques est ce qui a causé la crise financière mondiale. C'est comme, pas vraiment. Vous savez, c'était un tout petit composant de ça. Cela aurait pu être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais encore une fois, c'est manqué. La forêt pour les arbres.